Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des Ondes Clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière consacrée aux sectes. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, qu'elles ont disparu des ondes. Eh bien, nous les remettons au goût du jour avec Jean-François Caracci au micro des Ondes Clandestines. Écoutons-le. Faire un podcast sur les sectes, c'est faire un podcast sur le renseignement religieux. Il existe au sein de la DGSI un service qui enquête en permanence sur les dérives sectaires de toutes les religions, de toutes les philosophies. Parce que les religions, les sectes peuvent être impactants dans le bien commun, dans l'intérêt supérieur d'une nation, dans l'équilibre du vivre ensemble. Pour ma part, j'ai côtoyé beaucoup de sectes, j'ai même appartenu à certaines sectes, puisque la franc-maçonnerie est considérée comme une secte, ou en tout cas l'a longtemps été. L'ordre martiniste aussi, puisque j'en ai été très proche. Les suprêmes conseils, pareil, mais également la communauté des béatitudes, où quand mon fils est mort, je suis allé me réfugier à Pont-Saint-Esprit. La communauté des béatitudes a fait l'objet de grands scandales à cause de prêtres en son sein qui étaient pédophiles. Donc voilà, c'est pas terrible. Mais il y a aussi d'autres, les Rose-Croix également sont considérées comme une secte, etc. Après, ce sont des sociétés secrètes, sociétés discrètes, sociétés initiatiques, qui, pour certaines, ne sont pas forcément toxiques, mais le sont pour leurs ennemis, parce que il y a des questions de pouvoir et des questions d'argent. Si je fais ce podcast pour les ondes clandestines, c'est parce que, de mon expérience, que ça en soit en France ou en Italie, j'ai pu constater que quand vous étiez membre d'une société secrète initiatique, vous étiez membre d'une société secrète politique. Puisque pour moi, les services de renseignement, quand ils sont bien gérés, bien organisés, sont quasiment des sociétés secrètes. Vous ne rentriez pas au RG si vous n'étiez pas maître maçon. Aux dernières nouvelles. Tous les membres du renseignement territorial ou anciennement renseignements généraux que je peux connaître, je les ai tous croisés en loge. Que ce soit à Montpellier, que ce soit à Paris, que ce soit à Milan, que ce soit à Rome, que ce soit à Genève, que ce soit à Bucarest. C'est quasiment une condition sine qua non. D'ailleurs, l'histoire de la République, mais aussi l'histoire de la royauté en France, parce que beaucoup n'ont pas envie que la France ait été un royaume, elle a été pendant des siècles et des siècles, elle va peut-être le redevenir. Eh bien, il était question d'interdire les guildes ou d'interdire ces groupes-là. Il arrive parfois dans certains régimes, à l'époque par exemple sous Vichy, on ne pouvait pas être franc-maçon et militaire, on ne pouvait pas être franc-maçon et flic. Et pourtant, dans d'autres régimes, au contraire, par exemple la Première République, la Deuxième République, si vous étiez instite et franc-maçon, vous aviez une belle carrière. Pareil, si vous étiez à la préfecture de Paris, qui d'ailleurs est indépendante, le préfet de Paris est indépendant du ministère de l'Intérieur, pour ce que j'en sais, ce que je m'en souviens. Bon. Si vous étiez en plus franc-maçon et un franc-maçon de haut niveau, boum, c'est le jackpot. N'oublions jamais qu'Alain Juillet a été grand maître de la Grande Loge nationale française au moment où il était aussi grand patron du renseignement à la DGSE. Il n'aurait pas été grand maître de la Grande Loge nationale française, il n'aurait pas été patron du renseignement. Parce que ces organismes-là fonctionnent de la même manière. Il y a les mêmes cultes du secret, il y a la même façon de faire les choses dans l'ombre. Après, il y a des dérives. Mais les dérives s'identifient comment ? Dès l'instant où vous rentrez dans un club, qu'il soit philosophique ou autre, politique ou autre, et qu'on vous explique que vous êtes le plus beau, le plus fort, que vous êtes l'élu, que vous allez avoir droit à un destin en norme. Mais par contre, il va falloir que vous suiviez de la bite au kilomètre, que vous donniez tout votre argent, que vous alliez braquer les banques, un peu comme le service d'action civique, le SAC, il fallait braquer les banques pour donner de l'argent à De Gaulle. Étonnant, pour le héros national que Charles était censé être. Eh bien, ces points de rupture-là, ces points de révélation-là, en fait, se comprennent très vite. Moi, aux béatitudes, j'ai compris qu'il y avait un problème dès l'instant où
il y avait des éléments qui le montrent, des éléments d'enfermement, de manipulation. La personne choisit avec qui tu dois être, quel doit être ton ami au sein de la communauté, quel doit être ton amant, ton amour. Le supérieur des béatitudes, qui s'appelait le berger, à Pont-Saint-Esprit, le berger qui guide son troupeau, avait autorité pour choisir avec qui se mettre. Par exemple, moi, en 2000, nous étions donc en 2000, fin 2006, j'ai passé Noël aux béatitudes, à un moment donné, le supérieur, Jean-Louis, me dit, tiens, puisque tu es bien ici, on va te préparer une chambre. Donc j'avais une chambre, une très jolie chambre qu'ils avaient rénovée pour moi, très confortable, très très bien. Il me dit, on va te choisir une femme, parce que moi je n'étais intéressé que par les femmes, hein. Mais si j'avais été intéressé par un homme, je pense pas que ça aurait été un problème d'ailleurs. Mais on va te choisir quelqu'un. Et moi je lui dis, oh là, je sais pas, mais j'ai répondu poliment, parce que à ce moment-là, je voulais pas froisser cet homme, etc., etc. Bon. Mais puis finalement, ça s'est pas du tout fait comme ça. Puis je suis parti parce que l'Italie me rappelait, tout simplement. Donc voilà. Mais il y a d'autres choses, mais partout, hein, que ce soit chez les juifs, chez les musulmans, chez les protestants, chez les orthodoxes, chez les catholiques. Pareil avec l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Il y a toujours dans toutes les communautés religieuses des gens extrêmement ouverts et d'autres extrêmement fermés. Et les gens extrêmement fermés, si on veut vivre dans un entre-soi, moi je ne vois pas où est le problème. Je suis le premier à ne vouloir côtoyer que les gens que j'ai envie de côtoyer. Par contre, il y a le point de rupture où après vous vous mettez à être dangereux en fait pour l'autre, c'est-à-dire à vouloir le voler, le tuer, lui mentir, le manipuler. Et là, dès cet instant-là, en effet, on passe dans la secte, on ne passe plus dans le sympathique groupement d'individus qui voient la vie de la même manière. Parce que voir la vie de la même manière, regarder le destin de la même direction, ou comprendre des choses de la même manière, c'est sympa. Mais par contre, après se mettre à se dire, oui, mais moi, je suis le seul à avoir le droit d'exister, l'autre doit faire comme moi, et s'il veut pas, il doit périr, de facto, on rentre dans le sectarisme, on rentre dans l'organisation criminelle, tout simplement. Ça semble évident. Hier, sur le podcast sur le renseignement que j'ai fait, il y a un élément que j'ai voulu préciser. Quand les services de renseignement sont faits pour agir dans la vie des gens, les services de renseignement les plus efficaces et les plus plaisants, pour moi, ce sont ceux où on se rend pas compte qu'ils sont là, en fait, qu'ils agissent, que ça soit quand ils agissent dans ma vie, même si moi j'ai une lecture assez fine de cela, donc je sais quand un service de renseignement, qu'il soit roumain, suisse, italien ou français, est venu agir contre mes intérêts. Par exemple, quand sur les démarches, par exemple, familiales qui ont été les miennes, quand à un moment donné, telle ou telle personne se rapproche de moi ou telle personne s'éloigne de moi, je sais qu'il y a eu une action contre moi. Quand Martial Léon, journaliste belge, affirme, sans que je lui demande, au salon de la radio, qu'il a reçu un coup de fil d'un commandant de gendarmerie et d'une procureure en lui disant ne vous intéressez plus à Jean-François Carracci parce que nous, on s'intéresse beaucoup à lui et vous allez avoir des problèmes, on va vous causer des problèmes si vous continuez. Cet homme dit ça en janvier 2018 et il n'a pas menti puisqu'il a eu des problèmes et j'ai eu des problèmes. Alors que moi, les seuls problèmes judiciaires que j'avais étaient dus à la destruction des preuves qui étaient à mon avantage dans les affaires Carracci, preuves détruites par François-Joseph Carracci et Jacques Martin. Mais François-Joseph Carracci, lui, n'a fonctionné que comme il a toujours su fonctionner. Parce qu'il est déjà, c'était un petit voyou quand il était jeune, hein. C'était un barbeau, comme on dit, un titi, comme on dit à Paris. Un jeune con, une jeune merde. Violent, il se battait tout le temps, un peu voleur, alors que son père était très riche. Et il aimait faire le malin. C'est ce qui a plu à Olivier Carracci, puis après, c'est ce qui a été son plus grand malheur. Mais c'est comme ça, hein, la vie des couples. Bon. François-Joseph Carracci, quand il a fait, avant moi,
des faux en écriture, et il a fait toute sa vie des faux documents, des faux témoignages, et qu'il a causé du tort dans la vie des gens, il était très rare que les gens le sachent. Moi, j'aurais jamais su, si j'avais pas eu le nez pour ça, que j'avais été actionnaire de la SCI Karachi, que je n'avais plus été actionnaire de la SCI Karachi. Parce que justement, le monde du renseignement fonctionne de façon invisible. Et c'est qu'un vrai service de renseignement fonctionne comme ça. Un service secret. Et secret. Quand d'un coup vous avez un problème, vous avez un accident, vous avez une panne ou quoi que ce soit qui vous éloigne d'une personne, qui vous éloigne d'une situation, qui vous empêche de gagner quelque chose qu'il était évident que vous deviez gagner ou réussir, eh bien dites-vous que peut-être c'est les services secrets qui ont agi. Moi, dans ma vie, sans aucune paranoïa ou aucune bêtise primaire. Moi, il y a des choses où je sais des postes que j'ai pas eu, des choses qui se sont passées ou pas passées, que je sais que la main invisible des services secrets était là. Sauf que moi, comme j'ai toujours des amis dans les services secrets roumains, suisses, italiens, français, il y a toujours un moment donné où je le sais. Après, je peux pas forcément mettre la preuve ou le témoin sur la place publique. C'est ce qui s'est passé avec Alain Grandjean, qui était patron du renseignement pour le Nord, un colonel du renseignement de la gendarmerie, un ancien militaire de carrière, qui me révèle en fin 2007, courant 2018, qu'il y a un problème sur le traitement de mes dossiers et que toutes les enquêtes sont à charge et que je vais justement prendre cher. Eh bien, quand j'ai écrit ça au parquet de Versailles, on m'a dit « Monsieur Karachi, vous pouvez le prouver ?» Et moi, j'ai répondu « Mais vous voulez que j'utilise un enregistrement téléphonique contre un colonel du renseignement pour me donner raison, alors que même si j'ai raison, vous allez pas me donner raison ?» C'est ça qu'il faut comprendre. C'est toujours les fils. À quel moment le fil sur lequel on tire pète? Et c'est tout ce calcul-là eh bien, qui est un savant calcul, qui découle d'une grande expérience et une grande connaissance du fonctionnement des États et du fonctionnement individuel des êtres humains, eh bien, qui est extrêmement intéressant. Moi, c'est mon savoir-faire. Professionnellement, en tant que directeur du développement national de bureau d'études ou de directeur d'enquête pour des hautes personnalités politiques ou pour des services de renseignement que j'ai pu être et que je souhaite de nouveau être, eh bien, c'est ça que je sais analyser, sur lequel agir. Je vais pas vous jouer au médium à Madame Irma dans sa caravane pourrie en vous expliquant je vois un ennemi dans l'ombre qui s'appelle Fabien ou Fabrice, et pour essayer de savoir si vous connaissez un Fabien ou un Fabrice. Je vais vous trouver la preuve, le témoin, et après le destin décidera si ce témoin ou cette preuve vous sera utile. Et ça, c'est un vrai job. C'est pas un job de détective privé, de filature pour voir si votre mari ou votre épouse vous fait cocu. C'est un job où c'est des intérêts d'État qui sont en jeu. Sur les histoires des sectes, c'est la même chose. Les sectes, c'est une histoire de pognon, c'est une histoire de pouvoir, c'est une histoire d'argent. C'est une histoire de sexe. Vous enlevez ça, il n'y a plus de gourou. Vous en... Aux béatitudes, comme d'ailleurs au séminaire d'Aix-en-Provence, le supérieur du séminaire d'Aix-en-Provence était à la fois très intéressé par ma bite, puisqu'il m'a fait des avances, et à la fois très intéressé par le considérable héritage Karachi. Et dès l'instant où il a compris qu'il n'allait pas me la mettre, et qu'il n'aurait pas mon héritage, il était très emmerdé. Dans le film Benedetta, un film français qui s'appelle Benedetta, qui est un très beau film, dans lequel il y a Charlotte Rampling, par exemple, en actrice. C'est un film récent, qui est très bien, qui se trouve en DVD, ou sur YouTube peut-être. Dedans, il est expliqué que on rentre pas au couvent gratuitement, on paye sa place au couvent. Les bonnes sœurs, les curés, les supérieurs des monastères, exigeaient que la dot, ou la part d'héritage de ceux qui rentraient, devait être donnée par les grandes familles. C'est comme ça que des monastères, par exemple à Mâcon, Chalon-sur-Saône, sont devenus tellement riches parce qu'ils ont su recruter énormément de fils et de filles de grandes familles pour devenir bonnes sœurs au curé, soi-disant pour être les fiancés du Christ et les fils de Marie. Mais pareil, là, au final, parce qu'on n'a pas à faire une secte depuis 2000 ans.
Moi, je suis pasteur. Je ne rejette pas le catholicisme. Je ne rejette pas le christianisme, puisque je l'incarne en moi par succession apostolique. Puisque je suis un vrai pasteur qui a été fait réellement pasteur, et les papiers officiels, à votre disposition d'ailleurs, que j'ai fournis au parquet de Versailles il y a quelques années, pour que je sois tranquille, là aussi, qu'on me fasse pas chier en m'expliquant que je me prenais pour un gourou, puisque je ne fais rien, je suis très inactif, je suis très tranquille dans cette fonction, je ne demande pas d'argent, je ne fais rien, je dis pas à quelqu'un de sauter d'un pont pour voir si Dieu est là pour le sauver in extremis, pour que sa gueule se crache pas contre le rocher, parce que voilà, c'est tout. Les sociétés religieuses et les sociétés politiques sont souvent entremêlées, on le voit avec le Hamas par exemple, qui est à la fois un parti politique et un parti religieux, mais il y a partout ailleurs aussi, c'est pareil. Et ce qui est important, c'est ça, c'est que ces sectes répondent à un besoin absolu, c'est qu'on a tous besoin d'une mère ou d'un père qui nous aime et qui nous choie, qui s'occupe de nous, qui nous prennent dans les bras, qui nous embrassent, qui nous disent « T'inquiète pas, tout va bien aller ». Mais c'est là où on est piégé, on sera la victime de quelqu'un, de quelque chose. Moi, dans les besoins que j'ai d'enfants abandonnés et de fils de roi trahis, j'aurais pu rentrer dans des sectes et être un mauvais garçon. Mais encore une fois, j'ai compris quelle était ma nature en refusant d'imaginer que j'étais meilleur qu'un autre et en refusant de faire croire à quelqu'un qu'il était moins bien que moi. C'est une bonne vie, une saine vie, à défaut d'une sainte vie, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire trouver le juste équilibre, son propre juste équilibre intérieur et le juste équilibre dans la société dans laquelle nous sommes obligés d'évoluer. Être un ermite est une solution de repli, c'est ce que font les moines. Vous avez dans les monastères que des hommes qui ont fui la société, soit parce qu'ils étaient nuls, soit parce qu'ils étaient dangereux, ou soit parce que ceci, cela. De tous les moines, de toutes les retraites que j'ai pu faire au séminaire, etc., je n'ai jamais vu, je n'ai pas eu la chance peut-être, de croiser un homme qui était là parce que Dieu l'avait vraiment appelé. Avec des yeux lumineux, avec vraiment Dieu qui était en lui, mais juste un homme qui s'est dit je vais au monastère pour manger, être logé et que la vie passe comme ça. Voilà. Et voilà, les ondes clandestines, c'est terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis ardemment sur cet épisode consacré à la mécanique des sectes. Sur un épisode, en fait, comme ceci, on ne peut passer outre la définition de la secte. Secte, ça provient de deux étymologies duales. Sequi, qui veut dire suivre en latin, et secare, en fait, qui veut dire couper de son monde extérieur, en fait. Les sectes, c'est ce qu'elles font, et c'est le danger, et c'est ce que nous avons essayé de montrer et de démontrer, en fait, aux ondes clandestines, avec cet épisode, en fait, de Jean-François Carracci, notre gourou, qui veut dire en sanskrit vénérable. À bientôt sur les ondes clandestines. Au revoir.